Bon, pour ouvrir notre immersion d'aujourd'hui, il y a cette histoire, enfin cette allégorie, qui est juste parfaite. Ah oui, l'allégorie du cavalier. Ouais, exactement. C'est l'image d'un homme qui galope à toute vitesse sur son cheval. Il file vraiment comme le vent, le visage hyper concentré, tu sens l'urgence absolue, quoi. Il a l'air de savoir exactement où il va. C'est ça. Et là, un passant sur le bord du chemin s'écarte de justesse et il lui crie un truc du genre Mais enfin, où allez-vous comme ça ?» Et la réponse du cavalier est géniale. Ah oui, en passant en coup de vent, il hurle Aucune idée, demandez au cheval. C'est tellement représentatif. D'accord. Alors, essayons de décortiquer tout ça. Parce que cette petite image, elle illustre avec une précision redoutable la façon dont on traverse souvent notre propre vie. Lors de notre précédente exploration, on avait parlé du pouvoir des petits choix quotidiens. Tout à fait, l'impact cumulé de ces petites décisions. Voilà. Mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment de disséquer la mécanique invisible de ces choix au moment précis où ils mutent, le moment où ça échappe à notre contrôle conscient pour devenir un automatisme total. Les habitudes, en fait. Exactement, les habitudes. Et pour comprendre comment reprendre les rênes du cheval, on va croiser des recherches en psychologie comportementale et en neurosciences. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'ampleur de ce pilote automatique. Quand on regarde les chiffres de la psychologie moderne, on tombe sur un pourcentage qui donne un peu le vertige. Ah oui, le fameux pourcentage. Ouais, environ 95% de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense et accomplit dans une journée, eh bien c'est dicté par des habitudes acquises. 95%. Attendez, 95%? Oui, c'est colossal. Ça signifie que pour la quasi-totalité de notre temps de veille, notre conscience n'est pas vraiment aux commandes. Elle est genre sur le siège passager? C'est exactement ça. Elle regarde le paysage pendant que des programmes préétablis conduisent la voiture. Mais pourquoi le cerveau ferait ça? Ça semble risqué. En fait, sur le plan évolutif, c'est une merveille d'ingénierie. Le cerveau humain consomme énormément d'énergie. Environ 20% de nos ressources métaboliques, alors qu'il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Ah oui, c'est une machine qui chauffe vite du coup. Pour éviter la surchauffe et économiser de l'énergie, une région du cerveau, qu'on appelle les ganglions de la base, va regrouper les actions répétées pour en faire des automatismes. C'est le concept de chunking, c'est ça? Exactement. Et l'image botanique qui illustre ça est super parlante. Une mauvaise habitude qui vient de naître, c'est comme une petite pousse verte. Si on s'en rend compte de suite, hop, on l'arrache à 2 doigts. Sans aucun effort. Zéro friction. Mais si on la laisse grandir, si le cerveau la répète année après année, elle développe un système de racines complexe. Ça devient un chêne massif. Et déraciner un chêne à main nue, bon courage. C'est quasiment impossible sans un effort monumental. Mais attendez, ce chiffre de 95%, ça me pose quand même un gros problème. Lequel ? Si la quasi-totalité de nos actions échappe à notre conscience, on est littéralement en train de faire du somnambulisme, non? Oui, on peut voir ça comme ça. Comment on peut même se rendre compte qu'on fonce droit dans un mur si on n'est pas techniquement au volant? On se lève, on fait le café, on s'énerve sur les mêmes mails, on dort debout en fait. C'est le cœur du problème de notre époque. Et la réponse, elle réside dans le piège de la gratification immédiate. C'est-à-dire? Si on regarde ça d'un point de vue neurobiologique, le système de récompense de notre cerveau a été façonné à une époque où la survie, ça dépendait de récompenses immédiates. Trouver du sucre dans la savane, il fallait le manger tout de suite. Pas le temps de le mettre au frigo, quoi. Voilà. Le souci avec les mauvaises habitudes modernes, c'est qu'elles piratent ce vieux système. Une pâtisserie industrielle, par exemple, ça donne un pic de dopamine instantané. Sans avoir eu besoin de courir après une proie. Exactement. Ou passer 2 heures sur des vidéos courtes sur un écran, ça offre une anesthésie mentale tout de suite. Le piège, c'est que les conséquences négatives, elles, sont décalées dans le temps. Ah, je vois. Sur le moment, il se passe rien de grave. C'est ça. Quand vous mangez la pâtisserie, aucune alarme biologique ne sonne. Donc le cerveau se dit « Super, c'est une victoire ». Et il valide l'habitude. C'est hyper assidu, en fait. Parce que c'est invisible au quotidien. Ça me rappelle cette super analogie de l'avion. Ah oui, l'exemple de l'avion de ligne. Ouais, imaginons un avion qui décolle de Los Angeles avec pour cible New York. Les conditions sont parfaites, Tout est paramétré. mais sur la piste, le nez de l'avion dévie d'à peine 1%, un tout petit degré sur la boussole. Personne ne s'en rend compte. Rien du tout. Le pilote ne sent aucune secousse, le décollage est nickel. Sauf qu'avec les heures de vol, ce décalage d'1% se cumule. Et à la fin, l'avion n'arrive pas du tout à New York.
Il atterrit dans le Delaware ou à Albany. Exactement, à des centaines de kilomètres de sa cible. Et nos petits comportements, les petits trucs qu'on s'autorise en se disant « Oh, juste pour aujourd'hui », ça suit cette même trajectoire implacable. C'est la loi de l'accumulation. Et face à ça, l'erreur qu'on fait tous, c'est de croire qu'il suffit d'un grand coup de volonté pour redresser la barre. Ah oui, les bonnes résolutions du 1er janvier. C'est le grand mythe de la volonté. Il y a une image très crue en psychologie pour ça. Essayez de mettre une fine serviette en papier sur une assiette pleine de viande fraîche et espérer que ça empêche un chien affamé de se jeter dessus. Ah ouais, la pauvre serviette n'a aucune chance. Aucune. Parce que la volonté, c'est une ressource limitée. Ça s'épuise. C'est la fatigue décisionnelle. Face au stress, les vieilles habitudes gagnent toujours. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que compter sur la seule volonté, ça me fait penser à quelqu'un qui essayerait de retenir sa respiration sous l'eau. C'est une bonne comparaison. Au début, on se dit « tout va bien, je gère, j'ai un mental d'acier », mais très vite, la pression monte, les poumons brûlent. L'instinct de survie se réveille. Et peu importe notre volonté, le corps va nous forcer à remonter à la surface pour prendre de l'air. Lutter contre une habitude juste avec la volonté, c'est nager contre l'océan. C'est perdu d'avance. Il faut une vraie raison existentielle, un pourquoi tellement fort que ça nous pousse à nager vers la surface bien avant de manquer d'air. Complètement. Et pour amorcer ce changement, il faut d'abord des données claires. Ça nous ramène très brièvement à ce qu'on disait dans notre étape précédente. Oui, le suivi rigoureux sur un carnet. Voilà, tracer ses actions, ses dépenses, c'est pas juste de l'administratif. C'est une façon de mettre en lumière les déclencheurs invisibles. Le qui, le quoi, le où et le quand. Exactement. Chaque habitude a un signal de départ. Ça peut être un lieu, une émotion, comme le stress, ou juste l'ennui. Si on ne repère pas ce déclencheur, on agit à l'aveugle. Et une fois qu'on a repéré ces déclencheurs, c'est là qu'on commence le vrai travail de déracinement. Et pour le coup, les méthodes sont assez radicales. On parle d'élimination pure et simple. Ouais, le grand ménage, quoi. Jeter littéralement les tentations à la poubelle. Ne plus laisser l'ennemi entrer chez soi. Et puis, il y a la technique du remplacement. Qui est beaucoup plus subtil. C'est clair. Au lieu de frustrer le cerveau, on ruse. Genre, on échange un énorme dessert plein de sucre contre 2 petits carrés de chocolat noir. On garde le rituel de fin de repas, mais on réduit l'impact. Ça évite la friction de la privation totale. Mais justement, cette histoire de friction soulève un vrai débat. Faut-il y aller progressivement ou couper les ponts d'un seul coup ? Ah, la méthode douce contre la méthode radicale. Intuitivement, on se dit qu'il faut y aller pas à pas, entrer dans l'eau glacée cheville par cheville. C'est ce qu'on nous dit tout le temps, non? Oui, mais les travaux du docteur Dean Ornish montrent l'inverse. C'est un paradoxe fascinant. Ah oui, cette fameuse étude sur les patients cardiaques, j'aimerais bien qu'on s'y arrête, parce que c'est hyper contre-intuitif. Très contre-intuitif. On nous rabâche qu'il faut faire des petits pas pour pas brusquer le système, et là, on a des patients en danger de mort, et on leur demande de tout changer du jour au lendemain. C'est exactement ça. Ornish n'est pas dit marcher 10 minutes de plus le dimanche. Il a imposé un bouleversement total et immédiat. Régime végétalien, sport, méditation, d'un coup. Un virage à 180 degrés. Et les résultats cliniques prouvent que ce changement radical a été beaucoup plus durable que les petites demi-mesures. Mais comment c'est possible? L'explication est profonde. La demi-mesure oblige la personne à utiliser sa volonté tous les jours pour résister. Le corps réclame toujours ses anciennes habitudes. La friction est constante. Ah, la torture qui s'éternise. Voilà. Alors qu'un changement immédiat, global, ça force le corps à se restructurer très vite. L'énergie remonte, l'inflammation baisse, et on crée une nouvelle boucle de dopamine super rapidement. Donc, plonger la tête la première, ça permet de traverser la zone de douleur plus vite. La rupture nette force le système à s'adapter. C'est ça. Ça fait d'ailleurs écho au test du jeûne anti-vice. Oui. L'astuce géniale de faire une pause totale sur un truc précis. Le café, le vin le soir ou les réseaux sociaux. C'est pas forcément pour devenir un moine ascétique, c'est juste pour répondre à une question de pouvoir. Qui est vraiment aux commandes ? L'humain ou la substance ? Exact. Si l'idée de ne pas prendre de café le matin vous met en panique, c'est que l'habitude a pris le contrôle. C'est clair. Et une fois qu'on a fait ce ménage, qu'on a déraciné les mauvaises herbes, il faut planter de nouvelles choses. On entre dans la phase de construction. Et pour ça, j'adore l'exemple de Larry Bird. Ah, la légende du basket. Oui, on regarde ses matchs et on se dit « Waouh, le gars a un don divin, c'est génétique ». Ça sert d'excuse parfaite pour nous d'ailleurs. Le mythe du talent est né. Mais quand on creuse, c'est d'une banalité presque décevante. C'est juste une routine. Il tirait 500 lancers francs chaque matin avant d'aller à l'école.
Ce qu'on prend pour du génie, c'est juste un mouvement répété des milliers de fois. C'est la myélinisation des neurones. Plus vous utilisez un circuit dans le cerveau, plus l'information circule vite. Ça devient plus naturel que de respirer. Et pour nous, comment on applique ça? On peut utiliser des stratégies de construction hyper simples. Comme la stratégie de l'addition? Exactement. L'esprit a horreur du vide. Si on veut arrêter d'écouter la radio poubelle dans les bouchons, conduire dans un silence pesant, c'est la pire idée. La frustration absolue. Ouais. L'addition, c'est de transformer sa voiture en université ambulante. On met des audios instructifs, des trucs de haut niveau. L'ancienne habitude meurt toute seule parce qu'elle est remplacée par mieux. Et puis, il faut s'aider de son environnement. Préparer ses affaires de sport la veille, cuisiner ses repas le dimanche, on enlève la friction. On utilise la paresse naturelle de notre cerveau à notre avantage. Mais il y a aussi l'environnement social qui est redoutable. La responsabilisation publique. Ouais, le fameux appel de 30 minutes avec un partenaire de responsabilité. Parce que se faire une promesse tout seul dans sa salle de bain, ça coûte rien de la casser. L'ego n'est pas engagé, alors que si vous devez rendre des comptes à quelqu'un d'autre, la peur de décevoir fait des miracles. L'expérience avec le Dr Oz est d'ailleurs une super illustration. Ah, l'histoire des podomètres. Faut qu'on en parle. C'est génial. En gros, ils ont donné des podomètres tout simples à des employés de bureau ultra sédentaires. Et ils ont affiché les scores publiquement. Et d'un coup, des adultes sérieux qui prenaient l'ascenseur pour un étage se mettent à faire des réunions en marchant sur le parking. Mais pourquoi un bout de plastique fait basculer la culture d'une entreprise comme ça? C'est un piratage du circuit de la récompense. Avant, l'employé gagnait sa dopamine en économisant son énergie, en restant assis. En affichant les scores, on change la monnaie d'échange. Ça devient une question de statut social. Exactement. Faire 10 000 pas, c'est plus une corvée. C'est un moyen de battre le service compta et de briller dans le groupe. Le mouvement devient un jeu de statut. Ça montre à quel point notre environnement dicte nos actes. Et d'ailleurs, ça s'applique à l'environnement mental aussi, la fameuse diète médiatique. L'histoire de ce dirigeant est frappante. Ouais, le type consommait, par pure habitude, 3h30 d'infos anxiogènes par jour. Radio, télé, alerte sur le téléphone. 3h30 de stress pur. C'est l'équivalent s'injecter des toxines volontairement tous les matins. Avec un impact clinique réel. Baisse de créativité, production de cortisol constante. La solution pour lui, ça a été d'utiliser des flux RSS pour filtrer. Juste des articles de fond sur son secteur. Et le résultat, il est passé de 3h30 à 20 minutes par jour. Il a récupéré un temps fou pour sa stratégie, son sommeil. Son niveau de stress s'est effondré juste en assainissant son environnement mental. Ce qui nous amène vraiment à la conclusion de toute cette mécanique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Changer ses habitudes, repenser son environnement, c'est inconfortable. C'est même parfois douloureux. Et super ennuyeux au début. Mais c'est une excellente nouvelle. Ah oui, la difficulté est un avantage. Précisément. Si c'était facile de se lever tôt ou de résister au confort, tout le monde serait extraordinaire. L'inconfort, c'est la barrière de péage. C'est ce qui sépare l'ordinaire de l'exceptionnel. Quand on a envie de tout lâcher, faut juste se dire que c'est le moment précis où les autres abandonnent. C'est là que l'avantage compétitif se crée. Et biologiquement, il faut du temps. Le cerveau creuse de nouveaux sillons. Il faut environ 3 semaines de lutte consciente pour démarrer une habitude. Et près de 300 répétitions pour que ça devienne un automatisme inconscient. C'est une moyenne, bien sûr, mais ça montre l'effort nécessaire pour myéliniser la voie neuronale. 300 répétitions qui sculptent littéralement notre cerveau. C'est fou. Ça prouve que notre réalité n'est pas figée. Le système nerveux est malléable. La génétique propose, mais la répétition quotidienne dispose. Exactement. Chaque petite répétition, aussi pénible soit-elle, trace la voie vers cette nouvelle réalité. Le pilote automatique redevient notre allié. Et quand on comprend ça, on ne subit plus jamais son quotidien de la même manière. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.